Voici mon programme pour l'exercice 5, donc la méthode de Newton. Ici, nous faisons toutes les importations. Ici, nous calculons la fonction f de i. Fi, donc, qui calcule la ième composante de la fonction f. Ici, nous calculons la fonction f elle-même qui va prendre les distances calculées par la fonction fi, qui va les mettre dans un vecteur. Ici, nous avons la fonction df qui calcule la matrice jacobienne de la fonction f. La fonction j qui calcule l'erreur, la différence entre les mesures et la fonction f et au carré. Ensuite, c'est cette fonction que nous devons aussi minimiser. Ici, nous avons m, donc les coordonnées des amers. Ensuite, nous avons P1, P2, les paramètres pour l'initialisation. Quand on dit les paramètres pour lancer c'est marqué à côté. Pour les paramètres pour l'initialisation de la méthode de Newton. Nous allons déjà ici y, ce sont les mesures réalisées. Et nous dessinons un tank à la position de base, donc position initiale, à partir de laquelle on va implémenter la méthode de Newton. Ensuite, on crée un maillage et on affiche la courbe, on affiche les courbes de niveau donc de la fonction f. Donc, voilà, on remplit les valeurs de f, autrement dit le maillage avec les valeurs de j que l'on calcule. Et ensuite, on affiche les amers et on affiche le tout. Ensuite, nous étirons la méthode de Newton donc, avec on calcule donc la matrice M, le vecteur Z et la matrice K, et on détermine les nouvelles valeurs de P1 et P2 et on dessine un tank à l'endroit indiqué à l'endroit où nous a mené la méthode de Newton, aux nouvelles coordonnées. Et ensuite, à la dernière itération, on dessine un tank rouge. Voici ce que cela donne. Ici, nous avons la position initiale. Ensuite, on voit que la voiture se rapproche petit à petit de la position finale qui est en rouge. Nous avons deux possibilités donc, pour positionner la voiture, une dans cette zone-là et l'une dans cette zone-là. Et on voit bien qu'elle a bien convergé vers un des minimums locaux de la fonction. Et nous avons déterminé les paramètres P1 et les paramètres P2 grâce à la méthode de Newton. Voici mon programme pour l'exercice numéro 6. Donc ici nous avons les importations. Ici nous définissons le vecteur P qui va être 5 fois qui est composé d'un tableau de nombres aléatoires de coordonnées 1000, 2 et multiplié par 5. Ces nombres aléatoires sont entre 0 et 1 et on les multiplie par 5. Donc on a un tableau de dimension 1000, 2, deux nombres aléatoires compris entre 0 et 5. Ensuite nous avons la continu U que l'on définit égal à 1. Ensuite, nous avons une définition de la fonction f qui va prendre en paramètres x, k, a et b et qui va calculer à partir de ceci le xk plus 1, donc le x à l'état à l'itération précédente, et yk, donc la sortie. Ensuite, nous initialisons donc l'état initial à 0, 0. Nous avons ici le vecteur des mesures, YM je l'utilise pas, et epsilon que l'on met égal à 4. Ensuite, donc, nous avons pour tous les P dans le tableau, donc, toutes les valeurs, tous les couples P dans le tableau, on va regarder, donc on va initialiser un booléen scatter-true qui va être faux, et si jamais l'écart entre une mesure si jamais l'écart entre une mesure entre entre 1 des yi et la mesure théorique est au carré est supérieur à epsilon, alors on va l'afficher en noir et on met scatter true à true. Cela veut dire que le point ne convient pas, et sinon on l'affiche en rouge, ça veut dire qu'il convient, et ça veut dire que pour tous les i de 0 à 5,
la mesure YI et la mesure théorique calculée grâce aux équations d'état, comment ça s'appelle, le carré de cette mesure est inférieur à epsilon. Voici ce que cela donne avec hop, ici. Donc ici voyons donc l'hyperbole. Donc c'est l'hyperbole des valeurs de P, donc de P1 et P2 qui conviennent de telle manière à ce qu'on ait l'erreur pour tous les points, toutes les mesures Y, le Y théorique moins le Y mesuré, le tout carré inférieur à epsilon Y4. Voici mon programme Python pour l'exercice numéro 6, enfin sur le QI thermique. Ici, nous avons les importations. Ici, la fonction draw et la fonction draw qui étaient déjà présentes de base dans le programme, qui dessinent respectivement la salle et le robot dans la salle avec les rayons laser. Et ici, nous avons les sommets des segments des murs de la salle, donc A et B, représentant chacun les coordonnées d'un point, par exemple 0, 0, 7, 0, 7, 2. Ici, nous avons le vecteur des mesures mesuré par chaque rayon laser. J'ai défini la méthode, la fonction det déterminant pour l'adapter à une matrice de 2 et l'utilisation de deux vecteurs. Parce que je trouvais ceci plus pratique à utiliser que np.inal.det. Ici, nous avons la définition de la fonction f, donc qui va prendre en paramètre un point, une pose du robot et qui va calculer la distance de cette pose au mur de la salle. Donc la distance, on va déjà initialiser un tableau des distances dans lesquelles on va rentrer toutes les distances mesurées par les rayons laser. Donc initialiser ici à l'infini, à plus l'infini. Ensuite, je vais pour tous les rayons laser, je vais calculer la distance la distance mesurée par ce rayon. Donc ici, calcule ici la direction du robot. Donc ce vecteur pointe dans le sens vers l'avant du robot. Ensuite, nous avons le point M qui est la position du robot, donc coordonnées cartésiennes x et y. Et pour tous les sommets, je vais voir si le rayon croise le sommet. Donc ceci est vrai quand le déterminant de A moins M et de U multiplié par le déterminant de B moins M et de U est supérieur à 0 et quand la déseg, autrement dit la distance au segment, est supérieure à 0. Que ici, si cette distance est supérieure à 0 mais qu'elle est inférieure à la distance déjà entrée dans le vecteur D, autrement dit la distance initiale ou la distance par exemple, d'un mur un peu plus loin par exemple ce cas-là à l'intérieur quand on calcule on envoie le laser sur le pilier et le pilier est plus proche que le mur de derrière, du coup on met la distance du robot au pilier et pas celle du robot au mur de derrière. Ensuite la fonction retourne le vecteur D, donc qui est un vecteur qui met les distances mesurées partout, qui stocke les distances mesurées par tous les rayons laser. Ici c'était des fonctions que j'ai essayé de programmer pour Newton mais je n'y suis pas arrivé, donc elles sont inutiles. Ici j'ai programmé la fonction J qui renvoie l'erreur quadratique qu'on va chercher à minimiser. Et là nous allons appliquer la méthode de Monte Carlo, donc avec une position initiale en x égale 1, y égale 1 mètre et θ égale 3 radians. Nous avons donc la figure que nous initialisons, on dessine la position initiale. Et ensuite voici donc la méthode de Monte Carlo, je prends un vecteur aléatoire donc, un peu partout dans la salle et je vais le multiplier, donc déjà je vais le soustraire lui soustraire un autre vecteur pour que le robot puisse revenir en arrière, autrement dit qu'on n'ait pas un vecteur que l'on n'ait pas un vecteur D toujours avec des coordonnées toujours négatives, donc pour que le robot puisse faire demi-tour si jamais la méthode de Monte Carlo trouve un négatif un peu plus dans le sens des x décroissants et des y décroissants. Je vais aussi multiplier ce vecteur aléatoire par
1000 moins le nombre d'itérations divisé par 1000 pour que l'amplitude de ces vecteurs soit de plus en plus petite. Ensuite, je vais regarder si la distance entre le point P0 augmenté du vecteur est égale à la distance entre le point est égale à l'erreur quadratique au point P0 plus le vecteur aléatoire est inférieur à l'erreur quadratique au point P0. Dans ce cas-là, je vais incrémenter et je vais faire en sorte de recadrer le robot, autrement dit, si jamais il sort des cadres de la pièce, de le remettre dedans, par exemple en mettant ces conditions sur les limites, sur les coordonnées x et y de P0. Ensuite, je vais afficher, si jamais, dans tous les cas, je vais afficher en orange le. Désolé pour cette interruption, donc je disais que nous dessinons à toutes les étapes, toutes les itérations de la méthode de Monte Carlo, la position du robot en orange. Et quand nous avons une étape qui améliore la précision, donc, dans laquelle l'erreur quadratique était meilleure après qu'avant, je dessine la position en vert et la position finale est dessinée en bleu. Donc voici ce que cela donne. Comme vous pouvez voir, il n'a pas convergé vers le point souhaité. Nous avons aussi en orange toutes les étapes parcourues par la méthode de Monte Carlo. En rouge, la position initiale du robot. Voilà. Donc on peut voir aussi que ici nous avons affiché l'erreur donc en J plus en P plus D et l'erreur en P0. Ici l'erreur en P0 plus D et l'erreur en P0 donc pour m'assurer que la comparaison est valide. Et voilà.